Je suis en train de regarder toutes les questions que vous m'avez posées. Alors il y en a vraiment une ribambelle, une panoplie. Mais du coup, today, on va profiter de cette belle journée pour que je puisse répondre à toutes les questions que tu m'as posées. Donc minimum 50 questions en 5, 6, 7 minutes. On verra combien de temps ça prend. Bon, du coup, Elliot, première question de Firas. Bien ou quoi? Bien mon frère, bien. Deuxième question, comment savoir interpréter l'analyse fondamentale pour savoir quelle direction prendre? Alors, dans l'analyse fondamentale, il y a différents pans, on va dire, dans le sens où il y a toute la partie analyse, recherche de données. Et en fait, le problème que beaucoup de personnes ont, c'est qu'ils vont voir les données, mais ils ne les comprennent pas. Et en fait, quand tu fais une analyse fondamentale, il y a une interprétation. C'est la même chose avec l'analyse technique, c'est-à-dire qu'on a la théorie, on a le price action en lui-même, on a les patterns, on a les trend lines, etc. Mais ça suffit pas. Ça, c'est le travail d'un analyste. En tant que trader, on a un travail d'interprétation à faire. Et pour l'analyse fondamentale, c'est exactement la même chose. Et ça va généralement venir avec les connaissances. Il y a des connaissances à avoir pour comprendre justement le monde financier qui nous entoure et aussi de l'expérience, beaucoup d'expérience. Ok, une autre question, la réaction de tes parents face au choix de faire du trading au lieu de tes études? Alors, j'ai jamais été un mauvais élève, parents divorcés, on va dire vraiment la famille typique. Mon père trouvait ça cool, ma mère moins. Je pense que c'est les mamans, elles veulent protéger, c'est quelque chose qui a l'air risqué. Il y a d'ailleurs beaucoup d'idées reçues sur les traders, c'est d'ailleurs pourquoi j'avais fait une vidéo sur trader versus réalité pour montrer justement cette différence. Donc comme je disais au tout début, je n'étais pas forcément pour, même si j'ai commencé extrêmement jeune, donc à cet âge-là, on va dire que tu vas pas empêcher ton fils non plus de s'intéresser à un sujet qui est la finance, tu vois, c'est pas mal non plus. Mais c'est seulement à partir du moment où j'ai vraiment commencé à gagner de l'argent et vraiment pouvoir en vivre que là, la perception de mes parents a vraiment changé et c'était plus en mode, continue à faire ce que tu fais, ça a l'air de bien marcher et qu'il n'y avait plus vraiment d'inquiétude autour de ce milieu-là. Ok, question suivante, est-ce que ça t'arrive des fois de briser ton plan? Alors je suppose que tu parles de plan de trading et dans mon plan il y a des règles qui sont complètement obligatoires que je ne vais donc jamais briser. Un exemple tout bête, ce serait par exemple le risk to reward. Je ne vais jamais prendre un risk to reward à 1 pour 1, il n'y a juste pas de sens pour moi financièrement parlant. Après le plan dans sa globalité, donc avec la recherche, la manière un petit peu de trader, oui ça je vais le changer en fonction du marché. En fait en tant que trader, il faut toujours s'adapter aux conditions du marché et parfois les conditions du marché font que je vais être obligé de changer ou de ce qu'on appelle tweak justement ma manière de faire pour être en accord avec le marché. Un exemple tout bête, ce serait si je suis dans une période où j'essaye de prendre des positions, je vais vraiment chercher un momentum, je vais chercher des mouvements assez violents alors que tout le marché, le sentiment du risque, les investisseurs sont dans une situation d'attente. Ok, ça peut arriver, peut-être qu'on a une annonce économique dans 4 jours que tout le monde attend. Personne ne va faire de gros paris, personne ne va mettre de vrais volumes avant les résultats de cette annonce. Donc on va généralement voir une période de range, une période avec des marchés assez plats. Et donc si pendant cette période-là, je suis le gars qui essaye de prendre des gros trades, aller chercher du momentum, etc., je vais me faire à droite à gauche. Donc là, il va falloir que je change et que j'essaye seulement de trouver des opportunités dans les directions de range. Donc essayez de vraiment, c'est là que vient la phrase, acheter bas, vendre haut. Alors, question suivante, crypto ou fiat comme moyen d'échange dans 5 à 10 ans? Je dis souvent, mais en tant que trader, j'ai pas de boule de cristal, je réagis à ce qui se passe. Donc dans 5 à 10 ans, je ne sais pas du tout. Peut-être que les monnaies fiat vont, d'ailleurs c'est d'ailleurs le plan de plusieurs banques centrales, devraient être digitalisées. Donc on devrait avoir un euro digitalisé, peut-être un dollar digitalisé. Et donc s'apparenter à des cryptos en quelque sorte. Maintenant par crypto, je suppose que tu entends Bitcoin, Ethereum, etc. en tant que moyen d'échange. Je ne sais pas, seul l'avenir nous le dira. Ok, question suivante, dans quel cycle économique sommes-nous? Je dirais qu'on est dans un cycle économique avant une récession. Toutes les récessions ont été précédées d'une hausse de taux d'intérêt rapide et violente. Tu peux aller étudier le passé depuis 1960 et c'est exactement ce qu'on est en train de voir. Cette hausse de taux d'intérêt n'est pas poussée par une économie qui est extrêmement forte, qui est florissante, etc. Non, elle est majoritairement poussée par des problèmes d'inflation qui ont été créés par la crise sanitaire précédente, qui évidemment amène énormément d'inflation. Donc vraiment pas une bonne situation d'ailleurs pour la Fed et les banques centrales de manière générale, mais je pense que voilà, on est sur une fin de cycle bull market et qu'on pourrait voir un petit peu de sang sur les marchés. Et honnêtement, j'espère, parce que pour moi, c'est de la volatilité en plus, ce sont des opportunités en plus. Et pour les personnes qui ont du cash, c'est toujours de très bonnes opportunités pour justement investir et déployer son cash à des meilleurs prix, à des meilleurs PE. Price action ou fondamental? Honnêtement, il n'y a pas trop de réponse dans le sens où c'est la même question que free to pat, si tu veux. Tout le monde a ses façons de faire un petit peu différentes et je dis toujours, mais je ne juge personne pour leur façon de faire.
Si au bout du compte, quelqu'un a une façon de trader extrêmement bizarre, qui de mon point de vue, je ne comprends pas du tout, mais cette personne-là est rentable de manière régulière, avec un track record de minimum 6 mois, écoute, je suis personne pour dire que sa stratégie, sa façon de faire est mauvaise. Personnellement, pour moi, le fondamental, c'est vraiment ce qui va me donner une direction, parce qu'encore une fois, je le répète et tellement de personnes l'oublient, mais on parle de marché financier, on parle de la finance, on parle de l'économie. Tout le monde parle de la différence entre les traders institutionnels et les traders retail. Je vais te dire cette différence, dans 95% des cas, la différence, c'est des meilleures data, des meilleures exécutions et surtout une meilleure compréhension du monde économique, du fondamental et de la finance qui nous entoure pour pouvoir justement se positionner sur les mouvements majeurs, les mouvements vraiment économiques poussés par des raisons fondamentales. Et le price action est utilisé pour ses exécutions, pour avoir des bons prix, pour avoir des bons prix de sortie, que ce soit en stop, que ce soit en target. Alors, question suivante, est-ce que tu as des investissements dans l'immobilier, les cryptos, etc. Oui, carrément. Il faut savoir qu'en fait, j'ai deux types de revenus. J'ai mes revenus actifs et mes revenus passifs. Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, le trading n'est pas un revenu passif, d'accord? En aucun cas. Le trading est un revenu actif, c'est quelque chose que je fais tous les jours, ça me prend du temps pour justement avoir une performance et puis gagner de l'argent, c'est en quelque sorte mon salaire, c'est mon métier. Maintenant, cet argent que je gagne n'est pas réinvesti à 100% dans mes comptes de trading, il n'y a aucun sens. Cet argent est mis en dehors dans des investissements plus passifs, des investissements long terme, qui là justement va me donner ce revenu passif. Et c'est ça qui va vraiment constituer ce que j'appelle mon patrimoine et ma fortune personnelle. Donc c'est deux choses bien différentes, mais évidemment que j'ai des investissements crypto, actions, commodités, montres, immobilier de manière liquide seulement. Personnellement, ma façon d'investir, ma stratégie d'investissement est toujours sur de l'investissement liquide. Je veux toujours avoir accès à mon patrimoine et je ne veux pas qu'il soit tied up in cold assets, donc dans des biens, on va dire, que tu ne peux pas diviser et des biens que tu ne peux pas liquider en moins de 48 heures, 72 heures. Question suivante, c'est encore en lien avec les investissements. Que penses-tu du marché actuel des montres? En fait, ce qui s'est passé, c'est que si on regarde historiquement, et c'est généralement une erreur que beaucoup d'investisseurs font, c'est qu'ils se concentrent sur les dernières datas. Donc, ils vont regarder le marché des montres en 2021-2022 et ils vont dire les montres, c'est un investissement incroyable, ça bat les actions, etc. Alors du coup, oui, c'est vrai, si on regarde 2021-2022, les performances des montres ont été incroyables, mais 2 ans de track record n'est absolument pas un benchmark. Et si on regarde historiquement, les montres de luxe, les modèles demandés, prennent de manière générale entre 5 à 6% par an. Ça, c'est historique. J'ai toujours été passionné de montres et je me rappelle en 2017-2018, à des enchères, mais on avait des montres Rolex qui ne se vendaient pas. Littéralement, les gens n'en voulaient pas. Aujourd'hui, évidemment, elles ont pris énormément de valeur parce qu'il y a de la demande. D'où vient cette demande? Je le rappelle qu'il y a beaucoup plus d'argent en circulation. La masse monétaire a augmenté. Beaucoup de personnes ont gagné beaucoup d'argent avec les cryptos. Et c'est d'ailleurs pas anodin qu'on ait vu la correction du marché des montres arriver en même temps que la correction du marché crypto. Toutes les personnes qui étaient ce qu'on appelle over leverage, donc qui avaient trop d'effets de levier, trop de risques d'exposition sur les marchés et qui se sont achetés des Daytona, des Patek Philippe, des Audemars Piguet, sont dans une situation de liquidité basse où ils se retrouvent à devoir revendre des assets tels que leurs montres pour pouvoir couvrir leurs pertes sur d'autres biens. Donc c'est ce qui a causé cette correction de montres qui pour moi est totalement normale. Et encore une fois, le marché des montres, je le regarde dans sa globalité et c'est pas un marché qui fait du 100% à l'année comme beaucoup le prétendent. Et comme tu verras beaucoup de personnes te dire oui, il faut investir dans les montres, c'est le meilleur investissement, je sais pas quoi. En termes financiers, c'est pas le meilleur investissement. Non. En termes kiff, moi-même, j'adore les montres, c'est incroyable. Mais en termes financiers, c'est pas le meilleur truc, quoi. Prochaine question, tes dépenses par mois en pourcentage, par catégorie, loyer, nourriture, plaisir, etc. Alors je t'avoue, je suis dans une situation où je gagne très bien ma vie. Donc mes dépenses, honnêtement, représentent 4% à peu près de mes revenus mensuels moyens. Ouais, mon loyer, ça doit être 1,5% de ce que je gagne, la bouffe 0,5, les voyages 1,5 et puis les sorties 0,5, tu vois. Ce qui me permet de très bien vivre, j'aime beaucoup mon lifestyle, je vis très bien, mais ce qui me permet surtout de pouvoir mettre de côté, investir, faire grossir mon patrimoine à hauteur de 96% de ce que je gagne par mois. 96% de ce que je gagne par mois ne sert à rien et juste est mis sur le côté et envoyé dans des investissements et constitue mon patrimoine. C'est ce qui me permet justement d'avoir une évolution qui dure dans le temps et pas de faire comme ce que tout le monde fait, c'est-à-dire gagner, tout spend, vivre comme un ouf et puis après 4-5 ans, tu perds tout. Question suivante, qu'est-ce que tu répondrais aux gens encore sceptiques envers le trading? Il faut de tout pour faire un monde. Si quelque chose d'autre t'intéresse plus, fais cette autre chose. Ça fera moins de personnes sur d'autres marchés. Et encore une fois, comme je le dis, il faut de tout pour qu'un monde fonctionne. Donc qu'il reste sceptique en vrai. Tu préfères trader le matin ou le soir? Alors ça dépend du time zone, ça dépend où je suis physiquement.
géographiquement, mais à Panama, je trade le matin. Donc je trade l'ouverture de la session de New York. Donc voilà, ma grosse session de trading, c'est le matin et puis après, c'est de la gestion pendant la journée. Quels sacrifices sont nécessaires à la progression dans le trading? Le plus gros sacrifice, beaucoup de personnes ne vont pas le voir comme un sacrifice, mais je peux te le dire d'expérience que c'en est un, c'est la régularité. Parce que la régularité fait que parfois, tu vois, je suis dans une situation où un mardi soir, si j'ai envie de faire une folie, je peux le faire techniquement. Mais je sais qu'il faut que je m'impose une discipline, une régularité pour mon trading qui donc va m'empêcher de faire certaines choses, on va dire. Et cette discipline en fait est un sacrifice. Et encore une fois, comme je dis, c'est le problème probablement de beaucoup de personnes qui vont être dans une situation où ils n'ont plus forcément besoin de travailler, donc ils vont pas travailler. Alors que la vérité, c'est que tu dois continuer à travailler, tu dois continuer à être régulier, discipliné pour continuer à avoir un edge et à être performant sur les marchés. Je fais souvent la corrélation entre le fait d'être trader ou même entrepreneur à haut niveau, même si ce sont deux métiers complètement différents, mais je compare souvent ça à un athlète de haut niveau. Quels sont les sacrifices pour un athlète de haut niveau? Si tu regardes n'importe quel footballeur qui a ses saisons de football, etc., le mec dort, vit, mange, football tout le temps. Ses sacrifices, c'est sa discipline, c'est sa régularité. Donc ouais, je dirais que ce serait ça. Prochaine question, combien de temps ça t'a pris avant d'être rentable? Combien de temps ça m'a pris avant d'être rentable? Je dirais la rentabilité, ça fait longtemps, mais 1 an et demi, 2 ans peut-être. Ouais, un an et demi, 2 ans. Prochaine question, tu penses quoi du graphique Bitcoin? Il va corriger ou aller vers les 28K? 28K, c'est précis, mais c'est pas la bonne question. En fait, la question dépend complètement de ton time frame, ton unité de temps d'investissement. C'est-à-dire que si pour toi, la question c'est tu veux acheter le Bitcoin pour les prochains 5 ans, les 28K, on s'en fout un peu au final. Si tu penses que dans 5 ans, le Bitcoin sera à 100K par exemple, là, au prix actuel, au moment où je fais cette vidéo, on est je sais pas, à 21,8 ou 22K, quelque chose comme ça. Est-ce que ça fait une vraie différence d'acheter à 22 000 ou à 20 500 ou à 23 200 si ton target c'est 100 000? Ça va pas changer grand chose. Ouais, voilà, la vraie question c'est quelle est l'unité de temps que tu regardes sur la crypto, sur l'investissement. Quels sont tes projets pour 2023? Projet pour 2023? Dinguerie, j'en parlerai plus tard. Rolex ou Cartier? Pour la diversité, Rolex. Après, Cartier, des modèles magnifiques, mais pour la diversité, Rolex, pour l'histoire, Rolex. Salut Elliot, à partir de combien de pips le spread d'un broker n'est pas intéressant? C'est hyper arbitraire comme question dans le sens où ça va dépendre de beaucoup de choses, ça va dépendre du volume de cette paire. Un spread sur euro-dollar par exemple va être hyper court, alors que si tu vas regarder un spread sur USD Mexican Pesos par exemple, bon voilà, monnaie exotique, ton spread va être bien plus haut. Tu regardes le spread sur du South African Rand, tu vas avoir des spreads beaucoup plus hauts aussi, donc ça n'a rien à voir en fait. Il faut comparer les brokers entre eux sur les paires aussi égales. Tu vois, tu peux pas comparer le spread euro-dollar d'un broker avec le spread dollar australien Chinese yuan sur un autre broker. Il n'y a aucun sens. Enlèveras-tu ton masque un jour? Je me pose la question parfois. Après, voilà, comme tu sais, en finance, je réfléchis toujours en termes de risque to reward. Quel est le reward? Il y a des personnes qui me disent oui, les gens te feraient plus confiance. Oui, ok, très bien. Personnellement, je vois pas trop de reward alors que j'y vois des risques. Donc, je sais pas, mais pour l'instant, je pense pas. Ta paire de FX préférée? Ma paire préférée, alors historiquement parlant, c'est euro-yen. C'est la paire avec laquelle j'ai été le plus rentable. Est-ce que c'est parce que j'adore euro-yen, je regarde tout le temps euro-yen? Non, pas du tout. C'est juste que, voilà, comme je dis, je sais pas pourquoi, j'ai de très bonnes performances depuis que j'ai commencé à trader sur mon histoire avec euro-yen. Maintenant, à court terme, euro-yen, personnellement, j'ai pas eu vraiment d'opportunité. Mais voilà, on va dire une paire qui, pour moi, est légendaire. J'ai d'ailleurs une plaque d'immatriculation avec marqué euro-yen. Pour 2023, tu conseilles d'investir dans les Rolex ou dans le Bitcoin? Alors, il y a une ressemblance entre les deux en termes d'assets, dans le sens où ce sont tous les deux des assets qui ne produisent rien. Si ton but, c'est l'investissement, il faut bien que tu comprennes qu'une montre en termes d'investissement, c'est un bon investissement si et seulement si quelqu'un dans le futur va te payer plus la montre que tu as achetée à un certain prix.
ok, parce que lui-même pense qu'elle vaudra plus. C'est juste de la perception. Et le Bitcoin, c'est pareil. Le Bitcoin ne fait rien, ne produit rien, ne crée rien, comme une montre. C'est là, c'est voilà, comme l'or, comme il y a différents assets comme ça, qui ne produisent rien. Ce ne sont pas des cash flow producing assets. Alors personnellement, je ne veux pas constituer mon portfolio, mon patrimoine uniquement d'assets qui ne produisent rien. Si j'avais le choix entre avoir 10 millions de dollars d'actions de sociétés qui créent de la valeur, qui créent des produits, qui donnent des services et qui vraiment créent du cash flow, ou alors avoir 10 millions de dollars en montre ou en bitcoin en espérant que potentiellement dans un futur quelqu'un me paye plus pour la valeur que j'ai actuellement, bon voilà, mon choix est assez vite fait. Question suivante, combien il faut pour vivre à Panama? En termes de dépenses, alors tout dépend encore une fois de ton style de vie, hein. Quel type d'appartement tu veux, quel type de vue tu veux, quel type de voiture, quel type de nourriture, il y a tellement de variables. Mais minimum, si tu vis vraiment de grande simplicité, je pense 1005. Ah ici, ouais, environ. Ouais, 1005 minimum, et comme je te dis, ton style de vie va vraiment pas être ouf, hein. Et pour un bon style de vie, moi à Panama, je suis entre 8000 et 10 000 euros par mois à peu près. Enfin, ça dépend. Mais... Lorsque tu as travaillé dans un fonds d'investissement, c'était à l'étranger ou c'était en France? À l'étranger pour toi, pas à l'étranger pour moi, mais c'était en Angleterre, à Londres. Beaucoup de personnes ne le savent pas, mais je suis anglais, je suis né à Londres, ma famille est là-bas. L'anglais est ma langue maternelle, donc parfois quand je sors des mots anglais, c'est des anglicismes, c'est pas pour faire le bilingue, c'est que vraiment c'est ma langue maternelle. Mais oui, le fonds d'investissement était à Londres. Alors du coup, question suivante, est-ce que tu as une relation amoureuse? Dans mon stade actuel, une relation amoureuse n'est absolument pas une de mes priorités. Donc je priorise la diversité féminine, si je dois appeler ça. On dit souvent, mais pour savoir ce qu'on aime, il faut essayer. Donc à l'heure d'aujourd'hui. Ton premier job, c'était quoi? Mon premier job, c'était directement en institution. J'ai jamais fait de travail d'été, j'ai jamais fait de travail, de business, de quoi que ce soit qui n'est pas en finance. J'ai toujours fait de la finance, c'est ce que j'ai étudié, c'est ce dans quoi j'ai travaillé. C'est tout ce que je connais, donc ouais, non, c'était... non, mon tout premier emploi, c'était pas ce hedge fund, c'était une autre institution. Cette fois-ci, c'était à Monaco et c'était un asset management, family office un petit peu. Comptes-tu un jour partir de Panama? Écoute, je suis absolument pas relié, attaché à Panama de quelconque manière. Donc si un jour j'ai envie de déménager de Panama, je déménagerai de Panama. À l'heure d'aujourd'hui, c'est un pays qui me correspond parfaitement, qui m'offre une stabilité, qui m'offre un cadre vraiment idyllique pour accomplir ce que j'aimerais accomplir. Donc actuellement, oui, pour toute ma vie, je pense pas, non. Là d'ailleurs, on arrive dans la vieille ville de Panama. Comme tu peux voir, c'est un petit peu changement d'ambiance, mais on va venir petit déjeuner parce qu'en fait il est 10h20, moi j'ai faim, Théo a faim, et je me disais qu'en même temps on peut te montrer un petit peu la vieille ville de Panama, ça peut être cool. La Casco Viejo, c'était un touriste à Panama, de manière générale tu viens ici, c'est sympa. Alors question qui est revenue quand même pas mal de fois, tu préfères travailler seul ou avec des associés, etc. 100% seul. En fait pour moi un associé ça va être intéressant s'il apporte quelque chose que toi-même tu ne peux pas apporter. Mais maintenant, si toi-même tu ne peux pas l'apporter, il faut que tu te poses la question pourquoi. Je pense que c'est toujours extrêmement important d'être indépendant et de pouvoir compter sur soi-même et ne pas avoir à dépendre de d'autres personnes, ce qui peut te donner beaucoup plus de sécurité dans la vie et aussi réduire, on va dire, la volatilité de ta vie, en quelque sorte. Alors, question suivante, aimes-tu la vie à Panama? Oui, la vie à Panama est très agréable, elle est plus simple que dans d'autres paradis fiscaux. Ce que j'aime ici, c'est le non-prise de tête. Et je dis très souvent, mais de la simplicité là-haut te permet de développer et d'exprimer la complexité à l'extérieur. Tu vois, dans ton travail, dans ce que tu fais, la complexité extérieure est seulement possible avec une simplicité intérieure. Et Panama, c'est ce que ça m'offre. Tu penses quoi des faux traders affiliés qui habitent à Dubaï? Écoute, il y a une différence entre un trader et un entrepreneur. Je pense que je le dis assez souvent. Voilà. Chacun son business. Si tu ne pouvais plus gagner d'argent en trading, tu continuerais? Logiquement, non. Même si c'est quelque chose qui me passionne, que j'aime, il faut bien comprendre que le trading, c'est un métier financier, c'est un jeu financier où il y a un paramètre de risque. Et du coup, si tu enlèves le côté monétaire, en fait, tu perds tout le trading. Le trading, c'est littéralement acheter, revendre quelque chose.
S'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de trading. Donc ça voudrait dire que ça serait juste de l'analyse. Et dans sa globalité, oui, je serais toujours au courant de ce qui se passe économiquement parlant. C'est quelque chose qui m'intéresse vraiment, c'est ma passion. Maintenant, je ne serais pas aussi pointu sur ce qui se passe tous les jours s'il n'y avait pas de trading à côté, quoi. De ton expérience, les femmes sont-elles attirées par l'argent? Alors je pense que les femmes ne sont pas attirées par l'argent en soi. Les femmes sont attirées par ce qui vient avec l'argent. Ce qui est généralement la sécurité, la stabilité. Tu vois, on est d'accord que pour construire une famille, un foyer, de manière générale, il faut une sécurité, il faut une stabilité, il faut des perspectives d'évolution aussi. Et tout ça, ce sont des choses qu'apporte l'argent. Donc dire que les femmes sont attirées par l'argent, c'est assez bateau comme phrase, mais c'est plus des mécanismes qui viennent avec. Pain au chocolat ou chocolatine? Pain au chocolat. Sans hésitation? Ouais, enfin c'est ça que j'ai appris, quoi. Et c'est ça qui est vrai aussi. Ouais. Ici c'est Plaza Cathédrale. Donc prochaine question, ton plus gros Risk to Reward? Mon plus gros Risk to Reward, passé évidemment, hein, pas potentiel. Bon, j'ai pas mes datas là sur moi, j'ai pas mon ordi. De souvenir, c'était 27. 1 pour 27, trade qui était passé euro-suisse. Rejet des 1,20 qui était chiffre historique, qui était l'ancien pegged price avant la chute en 2015. Et ouais, incroyable position. Petite question perso, est-ce que tu aimes ta vie? J'adore ma vie. Tu viens d'une famille riche? Pas du tout. Famille, je dis toujours, mais pas famille riche, pas famille pauvre non plus, du tout. Mais vraiment la famille, toi-même tu sais, mais la famille moyenne, divorcée, vivre avec sa maman, fonctionnaire, vraiment la famille classique. Dernière question à Casco, est-ce que tu comptes prendre ta retraite bientôt? Alors, il faut bien comprendre un truc, c'est que avoir la possibilité de prendre sa retraite, c'est une chose. La possibilité de prendre ma retraite, je l'ai déjà. Je pourrais techniquement arrêter de travailler aujourd'hui, vivre jusqu'à la fin de ma vie avec le même style de vie. C'est un calcul que j'ai, c'est une formule mathématique qui, oui, je veux prendre ma retraite aujourd'hui. Maintenant, est-ce que je le ferai? Est-ce que j'aimerais le faire? Il faut bien que tu comprennes que quand tu prends des vacances pour une période longue, c'est chiant. À un moment donné, tu te fais en fait. Tu peux pas ne rien faire. Donc prendre ma retraite, non, il n'y a aucun sens. Et je pense que même quand je passerai la soixantaine, j'aurai toujours une activité, quelque chose qui me stimule, quelque chose qui me garde. Non, on meurt à petit feu. Donc est-ce que je peux prendre ma retraite? Oui. Est-ce que je veux prendre ma retraite? Non. Donc, prochaine question, comment choisis-tu ton Risk to Reward? Sur une position, le Risk to Reward, tu le choisis pas en fait. C'est le setup, la position, l'opportunité qui va te donner son Risk to Reward. Et après, c'est à toi de voir si le Risk to Reward correspond à tes critères de trading, à ton plan de trading. Si oui, tu prends la position, sinon, tu ne prends pas la position. Mais en aucun cas, est-ce que tu vas bouger ton entrée, ton stop, ton machin, ton je sais pas quoi. Alors le pire, c'est bouger ton stop ou ton target pour essayer d'avoir un bon Risk to Reward. Donc voilà, c'est le setup qui me donne mon Risk to Reward. Question suivante, à quel moment se faire plaisir? Achat, vêtements, hôtel? Alors, ça encore une fois, trop de personnes marchent à l'aveugle en fait. Ils vont peut-être être structurés, planifiés dans certaines zones de leur vie. Et dès que ça vient à la finance personnelle, les dépenses, leurs investissements et tout, c'est tout dû à peu près, ils savent pas et machin, etc. Pour moi, je trouve que se faire plaisir, dépenser de l'argent, c'est extrêmement important. Sinon, en fait, tu perds la notion et tu sais même plus pourquoi tu travailles. Mais il faut que ça soit calculé. Donc, encore une fois, là, à partir de quand se faire plaisir? À partir du moment où tu as réussi à te créer un fonds d'urgence, à partir du moment où tu as déjà investi de l'argent et que voilà, tu es dans une situation où tu as ce qu'on appelle du free cash flow que tu peux aller mettre dans une voiture, bon là ton exemple c'était des vêtements, des hôtels, mais dans ce que tu veux. Mais voilà, il faut toujours que ça soit calculé et qu'il n'y ait aucun achat qui soit impulsif. On va dire, c'est comme en trading, il faut que tu mettes tes émotions de côté. Est-ce que tu te méfies des gens qui arrivent dans ta vie? Exemple, des michtos, des pseudopotes? Alors, il faut savoir qu'à un certain moment, je pense, quand tu as un peu atteint les choses que tu voulais, accompli les choses que tu voulais accomplir, c'est pas une question des personnes qui viennent dans ta vie. Moi, j'ai personne qui vient s'incruster dans ma vie. Si quelqu'un vient, c'est que j'ai choisi cette personne dans ma vie, en fait. On m'impose rien. Donc, dans ce point-là, non. Et d'un autre point, en fait, honnêtement, ça se voit très très vite. Hein. Je veux dire, dans les amis, entre amis, en fait, tu le vois direct. Si c'est quelqu'un qui à chaque fois te parle, c'est juste pour des trucs business, des conseils, finances, machin, etc. C'est vite chiant.
Tu vois si c'est intéressé ou pas directement. Tu vois si c'est intéressé. Et la relation, c'est pas la même en fait. C'est pas une relation égale à égale. Tu vois, c'est une relation, clairement, toi, tu es au-dessus, tu lui donnes des informations, lui en dessous, c'est pas une relation amicale du tout. Et pour les femmes, michto, honnêtement, c'est un peu le dernier de tes soucis à un certain moment, dans le sens où un mauvais associé, quelqu'un qui profite de ta confiance et qui était un pote et qui te la met à l'envers ou je sais pas quoi, ça, c'est quelque chose qui peut te coûter énormément en termes monétaires. Maintenant, une femme, ouais, sauf si t'as fait un gosse, tu t'es marié, tu t'es machin, ouais, mais ça, sinon une michto, comme t'appelles ça, ouais, ça va te coûter un sac à main, ça va te coûter quelques bijoux, mais ça va pas être la fin du monde, c'est pas ça qui va te ruiner, quoi. Donc, Que penses-tu de l'intelligence artificielle dans le trading? personnellement, j'utilise pas l'intelligence artificielle dans mon trading parce que ça fait des années que je trade, j'ai mon process, j'ai ma façon de faire. Je vais pas venir tout chambouler parce qu'il y a l'intelligence artificielle qui arrive et ça me fait souvent vraiment rire parce qu'à chaque fois qu'on a une nouvelle technologie, à chaque fois qu'on a quelque chose de nouveau, de un peu hype, t'as tous les marketeurs qui sautent dessus en mode... C'est les experts. Bah voilà, tout le monde est expert intelligence artificielle, alors tous les gars de e-commerce, d'un coup, c'est comment faire 500 € avec ChatGPT, machin. Tous les traders un peu marketeurs, machin, pas ouf. Bah tout de suite ils sautent sur l'intelligence artificielle, c'est le nouveau truc, etc. Mais faut que tu te demandes, le gars qui te vend ça, la recette miracle, intelligence artificielle, avant l'intelligence artificielle, du coup, il faisait quoi? Moi, j'ai pas trop de raison en fait d'aller chercher un truc d'intelligence artificielle ou quoi que ce soit. Donc voilà, encore une fois, je pense qu'on peut pas être expert dans 50 millions de trucs. Je me considère avoir une vraie expertise en finance. Sur l'intelligence artificielle, pas du tout. Ensuite, on a une question. Après 5 ans de relation, elle me quitte maintenant. J'arrive pas à me concentrer sur mes trades. Comment faire? Psychologue Elliott. Non, bah, honnêtement, le trading, c'est un métier qui demande une vraie sagesse émotionnelle, psychologique. Et ça peut être parfois compliqué dans certains moments de sa vie. Ce que je te recommande, c'est savoir le reconnaître et savoir quand prendre une pause. Il n'y a absolument pas de mal à ça. Je préfère largement ne pas risquer mon argent que aller perdre mon argent sur les marchés. C'est complètement débile. Et beaucoup de fois dans ma vie, j'ai eu des passages, peut-être un mois, peut-être 2 semaines, 3 semaines, où littéralement je ne vais pas trader parce que j'ai quelque chose de personnel, familial, avec une copine, enfin bref, quelque chose qui m'affecte émotionnellement à un point où je sais que ça va affecter mon decision making, donc ma prise de décision, et auquel cas, bah, voilà, les chances sont moins de mon côté et donc je fais plus attention et je ne vais pas forcément trader à ce moment-là. Donc je te recommande juste de ne pas trader à ce moment-là. Bon, ça c'est une des questions qui revient le plus, on est d'accord. Pourquoi tu portes toujours le masque? J'ai fait une vidéo qui s'apparaît ici ou ici, je sais pas, mais ouais, sur pourquoi je porte un masque. C'est bon, là ça va très El famoso. Là ça va trader fort. Hein. Alors, question suivante. Est-ce que tu as déjà fait 1 million sur un trade, oui ou non? Sur une position, genre? Ouais. Non, sur un trade, non. Est-ce qu'on peut y arriver sans formation? Écoute, en trading, rien n'est impossible. Donc, est-ce que c'est possible de réussir? Oui. Est-ce que c'est plausible? Non, beaucoup moins, parce qu'encore une fois, c'est un monde qui est compétitif, c'est un jeu à somme nulle, c'est-à-dire qu'on a des gagnants, on a des perdants. Bon, tu vas être en compétition contre moi, tu vas être en compétition contre des hedge funds, des family office, des fonds d'investissement, des banques, des market makers, des courtiers qui eux-mêmes vont être contre toi, d'autres traders retail qui ont beaucoup d'expérience, ça fait des années qu'ils font ça, qui se sont éduqués, qui ont étudié finance, économie. Bon, si tu arrives avec ton couteau, tes 100 balles, ton compte à 100 balles, ça va être compliqué. J'ai pas envie de te dire que c'est impossible, mais bon, voilà quoi. Petit unboxing, chaîne, tech. Non, je rigole. Dis-moi, Du coup, a-t-on des questions en plus? oui. De quelle origine es-tu et as-tu des croyances religieuses? Origine anglais, irlandais, français. Et est-ce que j'ai des croyances religieuses? Ouais. Je n'ai rien contre. Je pense qu'il y a en effet une force supérieure qui pourrait venir expliquer certains trous que la science n'arrive pas à expliquer. Maintenant, sous quelle forme il vient, ça c'est à chacun de le voir. C'est pas trop mes oignons. Ok. À quand une vidéo 24 heures dans ma vie? Bah, j'en ai déjà fait une, tu peux aller la checker ici ou ici. Ouais, là-bas, là. 24 heures dans ma vie. Il y a autre chose bon ou ouais, on a terminé? Ouais. Ta première année positive? Bon, ça m'a colle. I would imagine que c'est 2015, je crois.
Peut-on faire appel au fiscaliste de la formation? Bah, carrément, tu devrais, hein, c'est pour ça qu'il est là. C'est pour ça qu'il est là, c'est pour ça que je te le présente, c'est pour que justement tu aies un fiscaliste avec la formation. Donc ouais, carrément. Et dernière question, est-ce que... Attends, je prends un coca. Est-ce que commencer le trading à 35 ans, c'est un âge qui est trop vieux ou on peut encore s'y mettre? Oui, bah, carrément. Surtout que, de manière générale, les plus jeunes vont avoir le problème de... Ils disent qu'ils veulent faire du trading, mais en vrai de vrai, ils en savent un peu rien. C'est une décision émotionnelle poussée par les réseaux, par du marketing, par quelque chose d'autre. Donc généralement, les personnes un peu plus âgées font des décisions et des choix plus réfléchis. Et d'expérience avec les gens dans ma formation, souvent les personnes un peu plus âgées vont être plus mûres, vont être plus sérieux, plus disciplinés aussi dans leur travail, plus méticuleux. Et du coup, de manière générale, avoir des meilleures performances. C'est donc la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement que ça t'a plu, sous forme un peu plus tranquille. Sur ce, je te souhaite une excellente fin de journée. Ciao, ciao, c'était bien.